Bienvenue dans votre magazine Leral. Leral, c'est tous les mercredis de 16h à 17h sur la Lagem FM la 103.2 à la présentation Sira Sow et à la partie technique Abdoulaye Djibril Diallo. Votre magazine Leral sur la lutte contre les violences basées sur le genre est réalisé avec le soutien de l'Africa Women's Journalism Project AWJP en partenariat avec l'International Center for Journalists ICFJ et avec le soutien de la Fondation Ford en Afrique de l'Ouest. Dans cet article, on exploite les violences que subissent certaines filles dans leur famille d'accueil en ville. Selon la Déclaration universelle des droits de l'homme adoptée par l'Assemblée générale du 10 décembre 1948, tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Dans l'article 1 de la Charte des Nations Unies, le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion, garantit la contribution des femmes au développement, à la paix et à la sécurité. Malgré les lois et législations sur les protections des droits de la femme précitées, certaines femmes, jeunes filles en particulier, sont victimes de toutes sortes de violences dans leur famille d'accueil. Souvent confiées à un parent ou proche de leur famille, elles subissent plusieurs formes de violence et des fois même par leur propre tuteur ou tutrice. Pour une meilleure exploitation de cet article, nous allons d'abord recueillir les avis de la population par rapport à ce phénomène, ensuite écouter le témoignage de Maria, une victime de cette forme de violence, avant d'analyser l'impact de cette injustice face à la réinsertion socio-économique de cette dernière. Bienvenue dans votre magazine Leral sur la lutte contre les violences basées sur le genre. Aujourd'hui, nous parlerons des violences que subissent certaines filles confiées à un proche ou membre de leur famille. À cet effet, Yacine nous a recueilli les avis des uns et des autres. Il faut s'ouvrir au monde, mais il faut s'en enseigner. Parce que nous avons une tradition. C'est une pratique bien de chez nous qui n'existe pas chez les gens occidentaux. Et cela est dû au manque de moyens qu'éprouvent certains parents. Selon le proverbe africain, l'on ne récolte que ce que l'on achète. Avec ce qui est devenu notre société d'aujourd'hui, les gens n'ont plus l'habitude de confier leurs enfants à un proche parent. Mais souvent, ils sont obligés car ils ne disposent pas les moyens nécessaires pour une meilleure éducation. Quand tu confies ton enfant à un proche parent, tu t'attends de lui qu'il le traite comme sa propre progéniture. Mais s'il doit y aller pour subir des violences, cela ne vaut pas la peine. Les gens ne traitent plus les enfants des autres comme leurs propres enfants. Et cela peut impacter souvent dans leur éducation. Un enfant doit être bien traité et bien éduqué. Si tu maltraites l'enfant d'autrui, cela peut se retourner contre toi. Tu dois le traiter correctement et le protéger contre toute forme de violence. Quand tu confies ton enfant à quelqu'un, tu dois t'y rendre de temps en temps pour t'enquérir de sa situation. On ne doit pas confier son enfant à n'importe qui. Un parent doit être vigilant et de s'enquérir souvent des conditions dans lesquelles vit son enfant. Il ne doit pas démissionner de l'éducation de ce dernier. Tout parent a le devoir d'éduquer son propre enfant au lieu de le confier à une tierce personne. Cela peut engendrer souvent des regrets. Les auteurs des violences doivent se mettre à la place de ceux qui le subissent. Si c'était leur propre enfant, ils n'allaient pas accepter qu'ils vivent ces maltraitances.
enfant doit être éduqué et protégé par ses propres parents. C'est ce qu'affirme la majorité des personnes interrogées. Cependant, Maria, une fille âgée de 22 ans aujourd'hui, a subi toute forme de violence dans sa famille d'accueil. Elle nous relate son vécu en synthèse. Je m'appelle Maria, j'ai 22 ans. Il y a 16 ans de cela, j'ai quitté mon village natal, un environnement simple et pas peuplé, pour la capitale. Je suis spasmophile. J'étais très fragile et maladive à l'époque. Selon le médecin qui me suivait, la spasmophile est une trouble respiratoire qui se manifeste par une malneurone et qui pique souvent en présence de plusieurs personnes. Et face à des situations stressantes, j'étais certes sédative au moment de quitter mon village natal, mais j'ai contracté ma maladie en ville chez ma tante où j'ai vécu vraiment des moments très sombres. Ma tante était très sévère sur ses traitements. Elle me privait de tout. Je n'avais droit à rien. Je restais parfois sans goûter le petit déjeuner. Je n'imaginais même pas avoir des effets de toilette. Je me limitais aux 50 francs de pain quotidien avant d'aller à l'école, contrairement à ses enfants à elle-même. J'étais très bien traitée. Je n'osais toucher ni au pot de sucre, ni au chocolat et de beurre bien rangés sur l'étagère. Je me débrouillais à me laver et à faire mon linge avec le morceau de savon que ma tante me lançait mensuellement. Ma tante m'interdisait de porter mes habits qu'elle renfermait jalousement dans l'armoire malgré ma garde-robe bien garnie. Je filais une seule robe avant de pouvoir changer la semaine. Mes camarades se moquaient de moi. J'avais honte d'aller à l'école parfois. Je répondais que j'en avais un doublon pour chaque enfant. J'ai vécu de moments terribles, très terribles chez ma tante. Quand cette dernière me punissait, elle m'enfermait dans la chambre à clé. Les coups de cette fameuse ceinture cuir de couleur marron, je me souviendrai toujours. Les autres membres de la famille étaient plutôt neutres. Pour éviter d'y être mêlés, le mari de ma tante ne disait rien du tout. Elle faisait ce qu'elle voulait avec moi. Soit il ignorait tout, soit il préférait rester en dehors de cela. À l'âge de 11 ans, j'avais abandonné l'école. J'étais obligée. Je m'étais engagée au travail ménagère comme beaucoup d'autres filles de mon âge qui ont rallié la vie. Au village, les conditions sont difficiles en période de rupture et la majorité des filles étaient obligées d'abandonner leurs études pour s'expédier en capitale. Sous l'exploitation de mes patrons, j'ai subi toutes sortes de souffrances. Le mari de ma tante m'abusait secrètement sous pression et finit même par m'engrosser. Et la suite de plusieurs viols. Pire, il nia les faits sous le joug de sa femme et me renvoya de la maison. Ayant perdu mon travail, je faisais tout pour m'en sortir en vie. Malgré mes souffrances, j'étais obligée. Mais j'ai fini par rentrer au village et j'ai vécu les plus sombres des pages. J'étais marginalisée et toujours regardée comme une guignarde du fait que je me débrouillais tout seul en ville. Certains me considéraient même comme un échec social. J'endurais une double pression sociale, la charge familiale d'un côté et le regard moqueur de mon entourage de l'autre côté. Je ne pouvais plus supporter les ragots et mon état de santé très chaotique. C'est ainsi que j'ai décidé de briser le silence, expliquer à qui souhaite entendre mon histoire mal interprétée. L'histoire de vie de Maria nous montre que les illustrations ne manquent pas pour essayer de comprendre ce que vivent ces filles. Yacine Gueye nous l'explique à travers les différentes personnes qu'elle a rencontrées. Moi, j'ai été ému d'avoir entendu ce genre d'histoire. Le problème, c'est que c'est des choses qui se passent tout le temps. C'est devenu banal. On a l'impression que maintenant, les gens, c'est plus le problème donc d'abuser des jeunes filles. Je vais pas uniquement parler des jeunes filles. Il y a de la place aussi pour les garçons. L'exemple patent, c'est là où je sers. Il y a des élèves qui quittent leur village pour venir. Bien vrai que c'est des zones donc rurales. Des élèves qui quittent les zones rurales pour venir dans d'autres zones rurales. Et on se rend compte aussi que ces histoires-là se répètent au niveau de ces zones-là. On pourrait comprendre que des enfants quittent les zones rurales pour aller en ville, qu'ils soient abusés, maltraités et tout ça. Maintenant, c'est devenu général. Il est de notre devoir, nous, en tant que profs, pouvoir sensibiliser les élèves et de leur demander aussi. La sensibilisation passe aussi par la communication. Si ces élèves-là, donc, consentent à venir nous expliquer le problème, parce que parfois, tu as des élèves qui, en 6e, ont de très bonnes notes, et maintenant, plus les années passent, tu te rends compte que le niveau devient de plus en plus faible. Les parents, je juge qu'ils sont à l'origine de toute cette décadence. À mon avis, vraiment, un enfant n'est pas à donner. C'est de la responsabilité des parents, vraiment, de l'entretenir, de l'éduquer et vraiment de l'aider à s'épanouir. Mais
Mais au lieu de ça, il y en a qui jugent pour la facilité, pour une raison X ou Y, et donner leur enfant. Au lieu d'être face à leurs responsabilités, voilà que les parents aussi vont la rejeter. En Afrique, il y avait plusieurs façons de confier son enfant à un autre. Ça remonte à très longtemps. On pouvait donner à quelqu'un son enfant parce que quand même les liens qui existaient entre vous et celui-là, c'était des liens très forts et en principe, l'enfant devrait continuer à perpétuer ça. Mais maintenant, les choses ont changé, les choses ont évolué. Et l'évolution a fait que peut-être parfois, il y a des problèmes qui peuvent surgir. Quand vous confiez à quelqu'un son enfant, c'est que en contrepartie, vous attendez de cet enfant-là qu'il revienne meilleur qu'il n'était au début. Et vous donnez cet enfant-là à un ami, par exemple. Vous avez jugé à un moment donné peut-être que vous, ce dont vous avez besoin pour votre enfant, vous n'êtes pas en mesure de le faire. Alors vous confiez à quelqu'un qui est peut-être mieux placé que vous et vous lui donnez votre enfant. Et en contrepartie, vous attendez à ce que cet enfant-là soit quelqu'un. Mais malheureusement, tel n'est pas toujours le cas. L'enfant que vous donnez à celui-là, arrivé dans un autre milieu, il change de vie, il change de sphère, il change de mode. Il est accueilli dans une famille et maintenant, l'accueil qu'il a dans cette famille-là, c'est là que ça pose problème. Un enfant peut arriver dans une famille, la manière dont il est traité, ce n'est pas la bonne. Il n'est pas au même niveau que les autres. Des fois, les sales besoins, si vous le permettez, c'est lui qui les fait. En quelque part, on peut même dire qu'il est un peu maltraité dans cette famille-là. De sorte que même s'il était élève, il n'a pas vraiment toutes les possibilités de pouvoir mener à bien ses études. Maria, beaucoup de filles victimes de ces formes de violence sont souvent stigmatisées par la société, ce qui ne manque pas d'impact socio-économique. Michel Gueye, psychologue conseiller au Centre académique de l'orientation scolaire et professionnelle de Kaolack, nous parle de la prise en charge nécessaire pour ces cas dans la réinsertion sociale. C'est une histoire un peu délicate. Donc aujourd'hui, quand on parle de prise en charge des victimes, pour qu'elle soit efficace, elle doit être globale et centrée sur la victime. C'est une prise en charge à plusieurs niveaux. Il y a ce qu'on appelle l'assistance médicale d'abord. Il y a ce qu'on appelle l'assistance psychosociale que nous faisons. Il y a aussi l'assistance juridique et judiciaire, et voire même socio-économique. Donc, ce sera une prise en charge holistique. Pour que la prise en charge soit effective et efficace, il est indispensable d'identifier la chaîne des premiers secours, ce qu'on appelle le système de référencement. C'est important parce qu'il faut savoir que les besoins de la victime diffèrent selon le contexte de l'agression, la personnalité même de la victime et le moment de la demande d'aide. Ils ont parfois de la difficulté à identifier clairement leurs besoins ou à les exprimer. Pour aider la personne, il faut d'abord savoir ce qu'elle veut. Nous, on utilise des techniques, des outils. Il y a ce qu'on appelle le counseling, une relation dans laquelle l'intervenant tente d'aider la personne victime à comprendre et à résoudre des problèmes auxquels elle doit faire face. Ça, c'est une méthode. Il y a aussi ce qu'on appelle l'assistance psychologique ou bien l'assistance psychologique. C'est ce que nous faisons. Par exemple, c'est une personne ou bien un personnel formé, acteur de terrain, qui vise à comprendre, accompagner et soutenir les personnes présentant des difficultés, par exemple au niveau personnel, familial, professionnel, même social. On fait ce qu'on appelle une écoute neutre ou active et confidentielle afin de lui permettre non seulement de repérer ses difficultés, mais aussi de lui apporter les solutions adaptées. Maintenant, il y a ce qu'on appelle les premiers soins psychologiques. Ils sont décrits comme une aide à la fois humaine et soutenant apportée à la personne qui souffre et qui peut avoir besoin de soutien. Ils doivent être pratiqués par tous les intervenants ou acteurs, psychologues, assistants sociaux, travailleurs sociaux, infirmiers, psychiatres, même les policiers peuvent intervenir dans la lutte contre les violences. Dans la prise en charge aussi, souvent, on peut utiliser ce qu'on appelle des ateliers d'expression. C'est ce qu'on appelle un NEP. Un NEP peut être collectif comme un peut être individuel. Si c'est le cas de Maria, on peut organiser un atelier d'expression individuelle qui consiste à organiser dans un espace appelé atelier ou bien activité qui donne aux personnes victimes la possibilité de s'exprimer et d'être entendues. C'est-à-dire, quand quelqu'un parle, elle doit sentir qu'elle est écoutée. Donc, ces ateliers-là permettent aux personnes victimes de se détacher des choses de la réalité qui les affectent, de mettre leur réalité douloureuse en scène, de la transfigurer et de la tenir à distance, de nouer des liens affectifs avec d'autres personnes, la mettre en confiance, la mettre à l'aise. C'est ça qui va lui permettre de s'exprimer. On lui offre les premiers soins psychologiques, ce qu'on appelle un entretien
et soutien psycho-affectif. C'est-à-dire, on dégage de l'empathie, on dégage de l'affection envers la victime. On va faire aussi l'anamnèse, c'est-à-dire l'historique, ses antécédents, faire un entretien pour lui poser des questions sur son passé. Sur ce, on peut s'appesantir pour trouver les véritables mots qui sont à l'origine de sa souffrance. On peut même faire un examen psychologique et après définir un projet thérapeutique, c'est-à-dire un protocole de prise en charge. Chaque étape, on doit faire ceci avec des rendez-vous, etc. Et si la situation nous dépasse, on passe au référencement dans les centres psychiatriques, bien dans certaines structures spécialisées par rapport à ces questions-là. Au sortir de notre magazine, on remarque que les filles confiées à un parent ou proche sont souvent victimes de plusieurs formes de violence, ce qui ne manque pas à les affecter psychologiquement et socialement. Et si nous ne prenons pas correctement en charge ces victimes de ce phénomène, que vont-elles devenir? Amis auditeurs et fidèles auditrices de la Lagem FM, la 103.2, nous arrivons au terme de cette édition qui portait sur les violences que subissent certaines filles dans leur famille d'accueil dans votre magazine Leral sur la lutte contre les violences basées sur le genre et réalisé avec le soutien de l'Africa Women's Journalism Project AWJP en partenariat avec l'International Center for Journalists ICFJ avec le soutien de la Fondation Fort en Afrique de l'Ouest présenté par Sira Sow et à la partie technique Abdoulaye Djibril Diallo. C'était tout pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité.